Bonjour à vous, M. Baouri, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mamadou Djambaldé posait la question ce matin. Le charme est-il enfin rompu entre le CNRD, le pouvoir, la junte au pouvoir, et la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile? S'achemine-t-on vers un divorce? Bon, il ne peut pas y avoir de divorce, d'autant plus que les questions sont bien posées. Le processus de la transition a été acté par l'accord cadre entre la Guinée et la CEDEAO, avec la définition du timing et les 10 étapes qu'il faudra mettre en place. Ceci a été validé et légitimé par la mise en place du cadre de dialogue interguinéen, avec 35 résolutions pour participer à la mise en œuvre des 10 étapes. Ceci était au 31 décembre 2022. Bien. Maintenant, il y a de nouvelles questions qui se posent à chaque étape d'un processus. Et c'est la raison pour laquelle il faut nécessairement à tout moment échanger, discuter et parfois exprimer des désaccords. Mais l'essentiel, c'est de faire avancer le processus. La question actuelle qui se pose, ce n'est pas quelle est la durée de la transition, ce n'est pas quelles sont les étapes à mettre en œuvre, c'est la question de la mise en œuvre du RAVEC et du fichier électoral, puisque à ce niveau-là, c'est extrêmement important parce que détermine le cours normal du reste du processus. Et cela nécessite un financement que les autorités guinéennes avaient indiqué que la CEDEAO avait pris des engagements pour cela. Ce que la CEDEAO a simplement exprimé par un appel à la communauté internationale d'accompagner techniquement et financièrement la Guinée. Donc nous en sommes à ce point. Donc il faut que cette question soit posée, qu'on ait une réponse et qu'on sache comment maintenant trouver un financement alternatif pour la mise en œuvre aussi bien du RAVEC que du fichier électoral. Et après, ça permettra de voir quelles sont les étapes qu'il faudra, disons, accélérer pour être dans Au-delà du RAVEC, est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'exécution du chronogramme devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel sur lesquels vous avez des doutes, vous avez des questionnements? Est-ce qu'on sait que vous avez adressé un mémo au gouvernement? Ça avait été annoncé, on a appris que ça a été déposé, et on apprend que vous n'avez jusqu'à présent pas de réponse. Pour le moment, de manière formelle, on n'a pas de réponse. De manière formelle, ça veut dire quoi? Cela veut dire que de manière officielle, que les autorités de la transition indiquent par rapport à telle situation, voilà où est-ce que nous en sommes, voici les mesures qui sont prises et voici le délai imparti pour que cela soit fait. Et c'est mépris à votre égard? Moi, je ne me pose pas cette question. Peut-être qu'il y a d'autres aspects qui nécessitent d'être clarifiés avant que ce ne soit une réponse formelle. Mais je crois que pour une bonne gouvernance, il est bon que le peuple guinéen soit régulièrement informé des étapes et des contraintes qui se posent à la réalisation de certains aspects du chronogramme. Il n'y a pas de réponse formelle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des retours informels par d'autres canaux, que vous avez pu avoir des retours sur le contenu de votre mémo? Et puis, en parlant du mémo, certainement l'opinion ne sait pas tout ce qu'il y a là-dedans. Quels sont les points saillants, justement, qui sont dans ce mémo-là que vous demandez au CNRD? Bon, par rapport au contenu du mémo, il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est par rapport au financement des 10 étapes. Le document officiel du gouvernement indiquait 600 millions de dollars. Et cela a été assorti par un engagement selon les autorités de la CEDEAO. Ce que la CEDEAO n'a pas confirmé. Donc, puisque la transition est une affaire guinéenne qui concerne la Guinée et les Guinéens, il faut qu'on trouve des solutions à nos problèmes. D'où la nécessité de s'interroger comment faudrait-il faire pour trouver des financements alternatifs. Il va de soi qu'il y a différentes panoplies pour cela.
à travers le budget, à travers la réallocation de certains financements vers la réalisation de ces étapes de la transition. Ouais. Il y a d'autres aspects. Je n'entrerai pas dans tous les détails, dans ces considérations. Ça, c'est le premier aspect qui est préjudiciel pour la suite du programme. La deuxième chose, les autorités avaient préconisé, dans le cadre d'une hypothèse de travail, d'augmenter le nombre de députés pour l'Assemblée nationale, de 200 à... de 114 à... De 114 à un moment donné de 200 à 300, ainsi de suite. Or, vous savez, on a déjà un problème de financement pour la réalisation des 10 étapes. Ouais. Si de manière, j'allais dire, inconsidérée, le nombre de députés est augmenté, cela va générer beaucoup plus de charges. De coûts. Et politiquement, ça risque d'être lourd à gérer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect. Le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est par rapport à l'élection présidentielle. Ouais. L'hypothèse était pour voir est-ce qu'on peut organiser l'élection présidentielle sans la participation des ressortissants guinéens à l'étranger, en diminuant le nombre d'ambassades où on pourrait organiser ces élections ou pas. Donc cette question, elle est d'abord essentielle. Les Guinéens ont des droits dans n'importe quelle partie du monde où ils se trouvent. Donc ce serait discriminatoire au regard de la Constitution, au regard des principes, et au regard de la nécessité absolue de mettre tout le monde au même pied d'égalité, en disant qu'ailleurs, on peut, ceux qui sont dans tel pays pourront participer et ceux qui sont dans un autre pays ne pourront pas participer. Ça, c'est une question de fond, parce qu'entrant en ligne de compte pour permettre aux Guinéens de l'étranger, aussi bien aux Guinéens de l'intérieur, de jouir de leurs droits civiques pour élire leurs prochains dirigeants. Alors, le premier point, donc il y a 3 points. Sur le premier point, je comprends que vous avez une préoccupation qui est que il faut donc fournir des efforts internes pour financer les 10 étapes du chronogramme, y compris les parties, les aspects politiques donc, de tout ça. Mais si vous regardez le discours de Mamadi Doumbouya la veille du 2 octobre, il a donc, si vous voulez, ordonné ses priorités, les 3. Il y a le social, l'économique et le politique, tout en bas, à la queue. Est-ce que ça veut dire que vos préoccupations ne rencontrent pas tout de suite de réponse dans ses objectifs à lui, dans ses priorités? De ce point de vue, est-ce que déjà... vous ne vous dites pas que c'est perdu d'avance? Non, rien que ce premier point est perdu d'avance. Parce que lui, ce n'est pas sa priorité. Et globalement, le fait qu'il n'ait pas invoqué, n'ait pas fait de bilan d'étape du chronogramme, en fait, du processus de retour à l'ordre constitutionnel, ni aux Nations Unies, ni dans cette adresse dont parle Mamadouri, est-ce que ça vous inquiète? Non, de toutes les façons, bon, aux Nations Unies, c'était une communication par rapport à la situation internationale. Le 2 octobre, la fête commémorative des 65 ans d'indépendance de notre pays aurait dû être un élément indiquant le cap qui reste à couvrir, ce qui n'a pas été le cas. Bon, je pense que on attend dans les prochains jours ce qu'il en sera. Mais ce qui est essentiel, le pays a besoin de savoir où est-ce que nous en sommes, à quel rythme nous devons aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, et s'il y a des contraintes, par quelles mesures, par quelle politique des solutions alternatives devront être prises pour que nous puissions être à jour. Et parce que ça nous concerne tous, au-delà de ceux qui dirigent, ceux qui sont aussi dirigés et ceux qui sont des citoyens veulent savoir. Et le nouvel ordre des priorités dont parle Mamadouri, le social, puis l'économie et enfin le politique, l'aspect politique, est-ce que ça vient confirmer vos doutes? Non. Comme quoi la question liée au financement de ce chronogramme n'est pas la priorité des priorités? Non, c'est une interprétation, et comme toute interprétation, lorsque vous alignez des mots, il va de soi que vous n'allez pas dire tel mot qui est prononcé à la dernière place est moins important que le premier. C'est une question d'interprétation. Je pense que
la gestion d'un pays, c'est une gestion globale. Bien. Alors, on va marquer la pause, Mamadouri et tous les autres. On marque la pause, parce qu'on a la pression de la régie de Tian. On marque la pause avec votre permission, M. Baouri. Et on se retrouve dans moins de 10 minutes, très exactement, pour continuer cette interview avec notre invité prestige, M. Baouri, président du parti UDRG et de la coalition ADRG. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Qu'est-ce que vous direz, M. Baouri, de ce message de Bella Kamano qui pense que, à cause de ce flou, de ces interrogations que beaucoup de Guinéens se posent sur la conduite et la direction de cette transition, que le colonel Mamadi Doumbouya a besoin de reprendre la parole pour rassurer? Bien, vous savez que la guerre, au sens militaire du terme, a plusieurs, j'allais dire, facettes. Et la guerre psychologique fait partie de l'une des façons de faire la guerre. Ouais. Et il y a des stratèges éminents comme Clausewitz qui indiquaient que la guerre psychologique est la première et pratiquement l'une des guerres les plus décisives. Si vous ne prenez pas en compte vos faiblesses, vos forces, il va de soi que vous ne saurez pas comment les utiliser. Et dans le cas d'espèce, la question de l'information, la question de la communication, la question du moral, c'est-à-dire avoir le moral haut, il va de soi que c'est essentiel pour se dire je peux gagner, je peux arriver à quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'entends certains dire que le Sili ne peut pas gagner, cela veut dire déjà c'est un défaitisme qui annule la volonté et la capacité de ceux qui veulent gagner, ceux qui veulent aller de l'avant, de fournir des efforts. Ouais. Donc, ce n'est pas la meilleure méthode. C'est la même chose pour la gestion politique. Lorsque vous laissez la confusion régner, vous laissez vos adversaires vous dominer dans cette guerre psychologique, il va de soi que sans vous rendre compte, vous leur donnez la possibilité de rebondir et d'être plus forts que vous. Et c'est pour cela, actuellement, les autorités de la transition doivent prendre en compte ces dimensions essentielles de la gestion politique, c'est-à-dire la prise de parole, fixer le cap, les orientations, éclairer la rappeler les engagements du départ. Et c'est cela conditionne tout le reste. Lorsqu'on dit que les priorités, c'est le social, l'économique et le politique, vous ne pouvez pas réussir le social si la question politique n'est pas réglée, n'est pas du tout rassurante. Vous ne pouvez pas réussir l'économique si l'ambiance, l'environnement n'est pas porteur d'assurance, n'est pas porteur de sécurité. Et quelqu'un qui veut investir dans un pays veut s'assurer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Il y a des engagements extrêmement importants qui sont pris et qui nécessitent, pour qu'il y ait des investissements importants, une lisibilité de l'avenir. Et donc, la question politique revient comme étant l'alpha et l'oméga de tout le processus. Donc, les autorités doivent prendre en compte ces dimensions et ne pas se laisser distraire par des campagnes de dénigrement, par des campagnes qui les amènent, sans s'en rendre compte, à donner du gage à ceux qui veulent qu'ils ne fassent rien pour aller dans le bon sens. Ouais. Manu. Alors, moi, j'ai bien envie aussi de vous entendre sur le rapport que l'on pourrait faire aujourd'hui de ce qui est fait, du chantier de la transition, du chantier du chronogramme de la transition, par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Est-ce que si vous transposez l'un dans l'autre, vous vous dites qu'on a encore la possibilité de courir ou on est à la traîne clairement? Bon, d'où la question de savoir est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel est-il toujours envisageable à l'horizon fin 2024? Bon, moi je pense que... À 14 mois de la fin des 2 ans. Vous savez, il y a beaucoup de campagnes. Bien avant même que le chronogramme ne soit... qu'on commence à l'acter, il y avait des gens qui disaient qu'ils ne veulent pas aller dans ce sens. Donc, laissons ça de côté. Actuellement, d'après les informations que je n'ai pas vérifié puisque c'est des informations en aparté d'autorité bien entendu. Par rapport au RAVEC,
il y a, selon cette autorité, près de 4 500 000 Guinéens qui sont déjà dans le fichier d'état civil. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de la mission test. Donc, cela veut dire qu'il y a un aspect de la mise en œuvre du RAVEC qui est déjà, de ce point de vue, avancé. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans les administrations sont déjà dans le fichier d'état civil, puisqu'ils ont déjà une carte d'identité biométrique. La plupart. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose d'avancé de ce côté-là. Maintenant, les populations rurales, les populations qui sont à l'étranger ne sont pas encore prises en compte. Et là, il faut que les kits puissent être déployés. Et semblerait-il que même une partie du parc de la logistique, comme les véhicules, sont déjà en place. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses que les autorités devraient communiquer pour indiquer à la population où est-ce qu'on en est. Ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est un. Donc, le RAVEC est en partie largement entamé. Je ne dis pas que c'est... qu'il y a des grosses avancées là-dessus. Mais c'est largement entamé. Pour le projet constitutionnel, là aussi, on peut dire que c'est pratiquement terminé. Oui, l'avant-projet sera disponible à fin octobre, selon nos informations. Donc, cela veut dire qu'en fait, après, qu'est-ce qui reste des éléments du chronogramme? C'est les questions, référendum, élections communales, élections législatives et la présidentielle, fondamentalement. Donc, l'élément qui est indispensable, c'est finir avec le RAVEC pour extraire de ce fichier d'état civil le fichier électoral pour que ça puisse être mis en œuvre. Et les deux aspects sont liés, donc cela veut dire qu'on peut être dans les délais, dans la mesure où, d'ici la fin de l'année, que le processus pour le RAVEC soit terminé, pour que le processus pour le fichier électoral soit entamé, pour que nous puissions être dans les délais. Très bien. Donc vous y croyez toujours? J'y crois et il faut... moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans un combat en disant que le combat est perdu d'avance. Bien. Même s'il y a des contraintes, il faut lever ces contraintes, discuter, échanger, et c'est ça l'intelligence politique. Bien, oui, Baouri. Et Bassekou. Alors, par rapport à ces doutes persistants quant au retour à l'ordre constitutionnel, quant au travail qui est en train d'être fait par le gouvernement et le CNRD, beaucoup d'observateurs pensent aujourd'hui que les acteurs politiques doivent travailler ensemble pour notamment parler d'une même voix. Dites-nous, est-ce que cela est possible aujourd'hui, puisqu'il y a le vice-président de l'UFDG, parti qui appartient au Forfuf de Guinée, qui d'ailleurs lance un appel à travailler main dans la main pour parler d'une même voix, puisque vos préoccupations en grande partie se recoupent. Que répondez-vous? J'estime que vous qui êtes allé, en tout cas avec le CNRD, vous avez au cadre de dialogue, vous avez échoué et qu'aujourd'hui il faut revenir pour mener le combat ensemble dans l'unité d'action. Et que vous devez d'ailleurs le reconnaître. Reconnaître que vous êtes trompé, que vous avez échoué, que vous n'avez... ça n'a pas servi à grand-chose et que vous devez revenir aux fondamentaux, vous mettre ensemble avec eux. Non, c'est à partir de ce moment-là que le débat est vicié. Si d'emblée, vous invitez des gens, vous dites que vous avez échoué dans votre stratégie, dans votre démarche, bon, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Qu'est-ce qu'il y a pour que le retour à l'ordre constitutionnel se fasse au plus tard le 31 décembre 2024 ? Tout Guinéen, indépendamment de toute considération politicienne, a cette question en tête. Donc, posons-nous les problèmes. Quels sont les problèmes? C'est des problèmes de financement, c'est des problèmes de volonté politique, c'est des problèmes de clarification des étapes. Quels sont les problèmes? Ou bien c'est des problèmes de compétences, c'est des problèmes de responsabilité. Tout cela, il faut que ça se discute, qu'on se concerte de manière responsable autour de ça. On n'est plus dans les questions politiques. Ah, il faut 2 ans, il faut 3 ans, il faut ceci, il faut... Non, on est dans la mise en œuvre d'un processus qui a déjà été acté publiquement et internationalement. Donc, c'est un travail de mise en œuvre. Donc, ça ne devrait pas poser des questions de principe, non.
Et donc, est-ce que vous êtes prêts à vous mettre ensemble? Tous les acteurs politiques, dans la mesure où ils ont cette démarche, devraient pouvoir se retrouver, discuter et avoir une approche convergente. Donc l'appel du vice-président de l'UFDG a du sens à vos yeux? Non, peut-être la manière de le faire n'est pas appropriée, mais l'idée de se retrouver ensemble, de se concerter, d'avoir un consensus par rapport à ce qui va dans le sens de l'intérêt général, il va de soi qu'ils seront les bienvenus. Mais comment y parvenir justement? Bien. Mais je pense que... Qui doit donner le temps? Non. Bienvenus ou vous justement les bienvenus? Parce qu'ils vous appellent. Non, ils seront les bienvenus. Pourquoi? Au sein de la coalition. Vous les appelez vous aussi? De la conférence des coalitions. Nous aussi, nous les appelons. Ils seront les bienvenus. Eh ben, pourquoi? Au sein du cadre? Non, le cadre n'a pas été en mesure de d'organiser des plénières pour que nous puissions faire émerger des consensus. Or, le cadre... Donc le cadre n'a pas fonctionné, il est inopérant. Bon, ça c'est une autre question. Eh bien, maintenant, M. Bahouri quand même. Non, mais assumez-vous, M. Baba, s'il vous plaît. Oui. Les facilitatrices en assument l'entière responsabilité. Elles n'ont pas voulu organiser des plénières. Comment voulez-vous résoudre des problèmes politiques si vous ne mettez pas ensemble tous les acteurs politiques pour discuter, échanger et faire prévaloir une vision convergente? Mais récemment, elles vous ont adressé, ces facilitatrices, des courriers dans ce sens-là, pour qu'il y ait des concertations, sauf erreur de ma part. Qui? Les facilitatrices. Non, non. La nomination des préfets, je crois. Ah ouais. C'était sur la question de... Non, elles ne l'ont pas fait. Elles veulent des entretiens individualisés, comme si c'est des demandes d'emploi. Ça, c'est inadmissible. Comment des acteurs politiques peuvent-ils discuter comme ça en disant voilà ce que je dis, voilà. On doit se concerter. C'est une affaire commune. Ouais. Ce n'est pas une affaire qui concerne tel par rapport à tel autre. C'est une affaire de la nation. Et même le pays doit être au courant des délibérations, de ce qui se dit pour se faire évoluer le processus. Et de ce point de vue-là, elles ont pris une responsabilité, une orientation technicienne qui n'a rien à voir avec le politique. Bien. Et ça, c'est une... Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que les autorités de la transition remettent de liens dans ces structures pour qu'elles fonctionnent correctement. Et je pense qu'une transition, c'est une concertation régulière, permanente, de va-et-vient, d'échange, de clarification. Donc là-dessus, qu'est-ce que vous attendez exactement du président du cadre, le Premier ministre? Non, bon... Je pense que la question est déjà au niveau du président de la transition. Donc ça dépasse désormais le Premier ministre. C'est le président de la transition qui est le responsable in fine de l'ensemble du processus qui doit prendre ses responsabilités. Donc c'est à lui que vous avez directement adressé le mémo, mais pas au PM. Bien entendu, puisque au niveau du cadre de dialogue, c'est le Premier ministre qui est le président, qui est en charge de ce cadre de dialogue. Alors pourquoi vous n'avez pas adressé le mémo au Premier ministre? Parce que vous estimez que le cadre il n'est plus opérationnel? Parce que les facilitatrices sont sous la responsabilité et la tutelle du Premier ministre. À partir de ce moment-là, les facilitatrices ayant décliné la nécessité d'organiser des plénières, ipso facto, on considère que ça vient du Premier ministre. Vous considérez aujourd'hui qu'elles n'ont plus n'ont plus de rôle essentiel à jouer, elles n'ont plus leur place? Non, je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur place, mais je pense que la création de ces postes de facilitatrices, c'était pour amener l'ensemble des acteurs autour de la table. Et si tel n'est plus le cas, il va de soi qu'il faudrait revisiter le schéma qui a été mis en place pour donner plus d'efficacité à tout ce qui est en train d'être fait. En clair, vous demandez tout simplement leur départ. Non, c'est pas de nos ressorts, c'est pas de notre responsabilité. Non, si on vous suit, très bien. Une reconfiguration du cadre, c'est-à-dire que pour vous aujourd'hui, puisque les facilitatrices n'ont pas réussi à mettre les acteurs ensemble, à organiser des plénières, pour vous, elles ont tout simplement échoué. Bon, elles n'ont pas échoué, elles ont fait des choix qui ne correspondent pas à la nécessité absolue. Comment vous appelez ça, si ce n'est pas échoué? Hein?
Je dis, moi je veux bien vous poser la question, les facilitatrices ont réussi quoi? Non, ça n'a pas d'importance. Elles ont pris un cap, elles ont pris un chemin qui ne correspond pas à la nécessité d'organiser des concertations régulières. Mais vous, le matin, vous organisez des conférences. Bien sûr. Vous échangez sur toutes les questions. Tout à fait. Vous ne faites pas état de cela après, mais vous vous concertez. Mais comment dans un pays avec une problématique d'une transition et on veut qu'elle se réussisse, on n'organise pas des concertations régulières avec les principaux acteurs pour avancer pas à pas. Et non, il faut un cadre d'échange. C'est aberrant. Ouh là là. Ben, voilà, c'est Mauri qui sans être n'est pas du tout... il est en colère ce matin. Sans être le porte-parole de la facilitation, il y a le rapport de la facilitation qui est en téléchargement. Peut-être que M. Baouri bien sûr. en sait quelque chose. Alors, M. Baouri, nous sommes une république en transition où on impose désormais aux journalistes du média, du service public et à l'administration de ne pas dire président de la transition, mais président de la République, c'est imposé dans tous les documents officiels. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi je pense qu'il faut que notre pays a une culture démagogique qu'il faut éradiquer, qu'il faut contrôler. À tout bout de champ, lorsque vous sortez dans la rue, excellence, 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 excellence. On distribue des titres n'importe comment. Et tout acteur public et tout gestionnaire d'une manière ou d'une autre doit faire attention à cette culture démagogique qui est prégnante dans notre société. Le président de la République, dans l'appellation juridique, répond à des conditionnalités. Le président de la transition, c'est clair. Le chef de l'État, c'est clair. Le commandant en chef suprême des forces armées, c'est clair. Le président de la République, dans tous les pays du monde, c'est quelqu'un qui doit être élu. Et donc, s'il n'y a pas eu élection, on peut être chef d'État, on peut être président, et bon, etc. Mais pas président de la République. Mais voilà, cabinet. Non, moi j'ai vu peut-être un commentaire. Je pense que, peut-être, je ne sais pas si monsieur Ba le partagera avec moi. On a comme le sentiment que psychologiquement, on ne se rend pas compte qu'on est dans une transition et que ce dialogue dont vous appelez de toutes vos forces n'est pas implémenté et que même d'un point de vue philosophique, on ne se rend pas évidemment compte que ceci est essentiel pour impulser la dynamique de transition. Dynamique inclusive. Dynamique inclusive. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi peut-être une compréhension d'un point de vue, je reviens encore là-dessus, d'un point de vue philosophique, au point que l'on a l'impression que les lobbies qui sont autour de cette transition-là s'entrechoquent au point qu'on a du mal à lire véritablement. Est-ce que vous ne craignez pas un jour que vous qui compreniez la démarche du colonel et du CNRD et qui faites avec force à expliquer et à parfois à prescrire des solutions, est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui à même d'avoir la peur peut-être un jour de ne pas peut-être comprendre un peu tout cela? Bon, vous savez, d'emblée, il y a eu des responsabilités qui doivent être assumées. La classe politique guinéenne n'a pas été à la hauteur de la situation après le 5 septembre. On n'a pas mis le pays en avant, les intérêts majeurs stratégiques. Les gens, certains, ont mis leurs intérêts personnels au premier rang. Mais comment peut-on, du jour au lendemain, considérer un régime de transition comme étant un adversaire? Or, dans le cas d'une transition, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. C'est la recherche d'un consensus à travers des structures permettant que ce consensus puisse prévaloir avec toutes les tendances possibles. Mais d'emblée, certains ont refusé systématiquement d'aller dans cette démarche et se sont posés en adversaire déclaré du processus en cours. Ils ont une part grande de cette cristallisation de ce schéma.
Là, vous faites référence, sans les nommer, aux forces vives de Guinée. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaissent à travers les forces dites vives de Guinée. Ça, c'est une responsabilité qui est politique. Et ils ont rendu un très mauvais service au pays. Eh bien, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, vous savez que lorsque vous avez le pouvoir, c'est comme vous attirez tout. Et de ce point de vue, les militaires doivent rester dans le cadre du principe originel et faire attention aux appels démagogiques de tout ce qui peut graviter autour. Le cap est extrêmement important. On veut que ce soit une transition réussie. Et la situation va au-delà de l'intérêt de la Guinée aujourd'hui. La sous-région est pratiquement désarticulée. L'un des rares pays qui peut jouer un rôle de stabilisation, d'être un digue pour contrecarrer toute déstabilisation plus prononcée, c'est la Guinée. Ouais. Et donc, c'est un appel à la responsabilité de tous, y compris des journalistes. C'est ce que nous essayons de faire tous les matins. Non, bien, c'est juste un rappel, oui. Mais... Chacun d'entre nous a sa part à ce qu'on réussisse. C'est comme le Sili. Si on décourage les joueurs alors que le match n'est même pas engagé, comment voulez-vous qu'on gagne? Il faut les encourager. Bien sûr. Bien, alors, il faut y croire. Les deux dernières questions avant de passer à notre dossier d'enquête. Alors oui, deux dernières questions. Je vais parler du volet lutte contre la corruption. Le CNRD, en premier chef, Mamadi Doumbouya, a décidé de faire rendre gorge donc à ceux qui ont géré avant eux, ce qui a fait que les Damaro et autres se sont retrouvés à la CRIEF. Quand vous regardez le cas spécifique de Damaro aujourd'hui, qui pratiquement a décousu tout l'argumentaire du procureur et de la CRIEF dans son ensemble, qui nous ramène à constater qu'en réalité, il y avait 6 milliards dans les comptes de l'Assemblée nationale. Alors que eux lui disent de prouver, de justifier l'utilisation de 15 milliards. Est-ce que déjà, vous continuez à avoir confiance en la CRIEF et dans la politique de lutte contre la corruption? Et puis, et le gouvernement s'est lancé dans la mobilisation de 5 000 milliards, donc de plus de 500 millions de dollars auprès du système bancaire domestique. Vous aviez travaillé anciennement dans le système bancaire. Quel regard vous portez là aussi sur ce sujet? Et puis voilà, la troisième et dernière question. Oui, c'est sur le remaniement. On espère qu'il va pouvoir y répondre en 5 minutes. Ouais, est-ce qu'un remaniement est-il nécessaire en ce moment au regard de tous les problèmes que nous avons évoqués? Est-ce que Baouri est Premier ministrable? Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce que vous êtes intéressé à la primature? Voilà. Bon. D'abord, les questions de Mamadouri sur la CRIEF, ensuite sur la levée des 5 000 milliards. Par rapport à la lutte contre la corruption, elle est essentielle. Et c'est un processus qui est engagé, qui doit être de plus en plus professionnalisé. Bon, par rapport au dossier individuel, je ne me prononcerai pas puisque le dossier est pendant devant la justice. Mais ce qui est le plus essentiel, c'est que tout se fasse en conformité avec les règles de droit. Que les imperfections qui ont été constatées puissent permettre, disons, des revues pour professionnaliser encore davantage cette cour qui vient juste d'être mise en place. Et le processus doit être poursuivi dans le temps. Ça, c'est par rapport à cela. Et rappeler que la cour, la CRIEF, ce n'est pas simplement pour les anciens responsables comment on appelle ça, de la gestion du régime déchu, c'est pour hier, aujourd'hui et demain. Bien. Donc, les questions d'exemplarité, les principes, la redevabilité, la reddition des comptes doivent être actés et consolidés dans le temps. Ce n'est pas pour simplement la transition, c'est pour la suite. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect... Les 5 000 milliards. Les 5 000 milliards Mais c'est une opération que je considère comme étant très intelligente. Parce que ce que les gens doivent savoir, pour éviter de dire beaucoup de choses au risque de créer une psychose qui serait dommageable à la stabilité du système bancaire, c'est d'aller en profondeur. Les réserves obligatoires, par exemple, si une banque collecte 100, elle a obligation de mettre 5
dans les réserves obligatoires. Ouais. Ces 5 francs ne sont en aucune manière génératrices d'intérêt. C'est comme s'ils sont... C'est des réserves gelées. L'idée oisives a été de dire les réserves obligatoires, puisque la quantité est très importante. C'est beaucoup plus un contrôle quantitatif de la monnaie en circulation. C'est de prélever une partie, de la rémunérer, et pour que les systèmes bancaires puissent avoir un intérêt par rapport à une partie de leurs fonds qui sont domiciliés à la Banque centrale et qui ne sont pas utilisables. Ouais. Donc, sur le plan technique, ce n'est pas mauvais en soi, puisque sur le plan quantitatif, le contrôle de l'inflation a d'autres paramètres. Parce que là, ce sont des obligations, ce n'est pas une avance au trésor, c'est-à-dire la planche à billets. C'est totalement différent. Donc, sur le plan de l'inflation... Donc, vous approuvez totalement. De ce point de vue, c'est très important et c'est positif. Le seul hic, c'est un endettement supplémentaire pour l'État. Et donc, il faut respecter et surveiller les ratios d'endettement pour qu'il n'y ait pas un endettement excessif au risque que les finances publiques ne soient pas en mesure de le faire. Parce que si vous regardez globalement, les intérêts annuellement payés sont exorbitants. Tout à fait. D'où la nécessité, au-delà de ces 5 000 milliards, d'aller plus en profondeur dans la réforme de la gestion financière des finances publiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un autre dossier que vous négligez. L'accord sino-guinéen de 20 milliards de dollars, qui était explicitement orienté pour le financement des infrastructures. La question qu'on peut se poser, pourquoi ces fonds, ce dossier n'est pas exploité pour financer certaines infrastructures, dans le cadre, bien entendu, de l'accord sino-guinéen. Effectivement. Et ça mérite d'être posé, parce que ça peut nous permettre de savoir qu'il y a des sources de financement qui sont disponibles. Et de ne pas recourir à des mécanismes comme cette opération de levée des... C'est ça que je veux dire par rapport aux 5 000 milliards. Le gouvernement. Par rapport au gouvernement, dans tous les pays du monde, même lorsque vous avez l'équipe la plus solide, à partir d'un certain moment, vous procédez à des remplacements, à des remises à niveau ou à des changements de tactique. Il est nécessaire, dans le contexte actuel, de redonner un souffle, de procéder à un remaniement ou à un changement gouvernemental qui puisse prendre en compte les nouvelles questions qui se posent au pays, la nécessité de redéfinir et de fixer le cap pour redonner de l'élan et redonner la confiance et redonner de l'enthousiasme aussi bien aux Guinéens et aux partenaires extérieurs pour que les gens se disent la Guinée est dans la bonne direction, elle mérite d'être accompagnée et ça permettra de mettre de côté toutes les velléités de déstabilisation, de tout ce qu'on entend par-ci par-là. Parce qu'il faut agir maintenant, d'autant plus que la situation sur le plan social elle est difficile. N'importe quel gouvernement atteint ses limites. Bien. Et le poste du Premier ministre, les médias de la place ont annoncé il y a quelques jours qu'il y aurait eu des consultations et que vous aurez parlé avec le palais pour que vous deveniez le prochain PM. Bon. Quelle est la réalité? Bon, vous savez, il y a une certaine presse qui peut se permettre de dire des choses qui n'ont jamais existé. Le reste, no comment. Êtes-vous intéressé ou pas? Êtes-vous intéressé ou pas, M. Baouri, par la primature? Non, vous savez, bon, cette question a été maintes fois évoquée par le passé. Et mes réponses ont été les mêmes. Maintenant, puisque gratuitement j'ai droit à de la publicité, pour certains qui disaient Baouri n'est même pas capable d'être chef de quartier, donc tant mieux, laissons la rumeur circuler et nous... Si le colonel vous faites appel pour occuper la primature, non, question sérieuse. Il y a plusieurs manières d'aider son pays. Si le colonel vous fait appel,
allez-vous accepter ou vous allez décliner? Non, il y a plusieurs manières d'aider son pays. La semaine de la Bien. rencontre. Allez, donc celle de, voilà, des dirigeants du gouvernement. No comment. Allez, Monsieur Baouri, président de l'UDRG, de la coalition ADRG, était notre invité. Grand merci à vous, Monsieur Baouri. Merci beaucoup. Merci pour donc votre disponibilité à en tout cas, continuer à suivre la marche de notre pays, la marche vers plus de démocratie. Enfin, donc, la dernière ligne droite, notre dossier d'enquête du jour.